On les connaît. Comment est-ce possible que M. Gutiérrez ne puisse pas être au courant d'une situation pareille? Vous savez, on doit être très sérieux dans notre démarche. Des gens comme Gutiérrez ne vont plus jamais nous tromper. Ils ne vont plus jamais prendre des postures qui vont aider les barbouzes masqués à déstabiliser nos États. Je pense qu'aujourd'hui, la situation est telle que il faut véritablement mettre hors d'état de nuire tous ceux qui travaillent pour l'Occident et les services secrets occidentaux. Nous savons ce qui est en train de se passer dans ce continent. Nous savons le rôle de ces gens. Et c'est pour ça que dans mon développement, dans ce que de cette situation, dans le développement de cette situation, je voudrais saluer ici Madame Allegrosi. Suivez mon regard. Les différents acteurs sur ce plateau connaissent de qui il s'agit. Quand je salue Madame Allegrosi, vous pouvez comprendre pourquoi. Il y a une organisation aujourd'hui plus que criminelle, parce qu'elle est allée au-delà de la criminalité. Parce que vous ne pouvez pas avoir une dame spécialiste, n'est-ce pas, de l'antagonisme des ethnies. D'ailleurs, ils ont même trouvé dans leur chapeau d'Ali Baba un nouveau, toujours, les Peuls sont toujours marginalisés. N'est-ce pas, les Peuls sont marginalisés. Il y a toujours un peuple qui est marginalisé dans les États. Et le grand défenseur de ces peuples-là, c'est l'Occident. Vous ne vous posez pas la question pourquoi, à chaque fois, quand on parle de peuples marginalisés, des ethnies marginalisées, ils sont toujours soutenus par l'extérieur, soutenus par des organisations. Mon cher ami, dès que vous avez une organisation qui commence à soutenir un peuple opprimé, soi-disant, un peuple qui ne comprend pas sa situation, un peuple qui est dans la pauvreté, ça veut dire que c'est ce peuple-là qui est instrumentalisé pour créer du désordre dans votre État. Et c'est ce que Mme Manzi est en train de faire au Burkina Faso. Elle était d'abord premièrement en train de préparer une guerre ethnique qui devait justement déclencher à une guerre civile. Et ça, je pense que c'est Dr Yamanoff qui le disait tout à l'heure, que c'est aberrant que cette dame puisse être simplement expulsée. Elle ne devait pas être expulsée, elle devait être arrêtée. Elle devait être arrêtée et jugée selon les lois de la République du Burkina Faso. On ne doit plus continuer à tolérer des gens qui tuent nos populations, qui orchestrent des massacres. Vous savez, le génocide rwandais. Vous voyez la manipulation qu'il y avait derrière. Où on a passé le temps à dire à une catégorie de peuple que non, vous êtes largement supérieurs aux autres. Vous êtes appelés à être des rois, à régner. Les autres doivent être esclaves. Et si ces esclaves-là veulent s'émanciper, alors il faut les taillader. On a vu M. Choice. Vous connaissez ce nom, n'est-ce pas? Qui se la coule la douce. Dans un territoire, dans une île quelque part, avec des Brésiliennes, avec des Boliviennes, n'est-ce pas, M. Choice? En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont actuellement, continuent toujours à pleurer leur mort. Mais M. Choice continue à se couler la douce quelque part. Mais les Ivoiriens ont enterré leur mort. D'ailleurs, d'autres même n'ont pas encore fait le deuil jusqu'à présent. D'ailleurs, même d'autres ne sont même pas encore libres jusqu'à présent. C'est pour ça que nous saluons les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire. Nous saluons Pulchéri Balé. Nous saluons tous ces gens. Mais on a laissé M. Choice partir. Il est parti. On a laissé Allegrosi partir. On a laissé d'ailleurs une émigration maritale. On a pris notre artiste chanteur, Valsero. On l'a amené en concubinage forcé en Europe.
Parce qu'un diplomate l'a délocalisé. Donc vous voyez comment on est en train de nous... On continue à nous détruire comme ça. Et on est là, on regarde et on continue à prendre des mesures cosmétiques, des mesures douces. Alors qu'on a des adversaires coriaces qui pensent que non. Il faut absolument mettre cet État à genoux. C'est-à-dire, il faut véritablement déstabiliser le Burkina Faso et surtout le jeune capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition. Il faut déstabiliser ces nouvelles institutions-là, cette transition-là, parce qu'en réalité, cette transition est en train de tracer un sillon visible, n'est-ce pas, qui amène à une vraie liberté. Parce que quand vous suivez, et d'ailleurs cette image, ça me rappelle son discours qu'il tenait il y a de cela quelque temps par rapport à la soi-disant indépendance. Il a dit, nous ne sommes pas indépendants. Et ça ne sert à rien de faire des grosses cérémonies. Vous savez que la cérémonie d'une fête d'indépendance coûte entre 3 et 4 milliards. Cérémonie d'indépendance. Parce qu'avec tous les... Je dis ça, c'est pour un État modeste, hein, parce que certains États sont à 8 milliards. L'organisation de la fête d'indépendance. Alors que ces 8 milliards-là peuvent servir, 4 milliards, 3 milliards peuvent servir au développement de l'État. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, cette situation nous rappelle simplement de dire que nous n'allons plus tolérer des Manzi, des Allegrosi, des Choice, des je ne sais plus quel nom utiliser. Il y a un certain là, Guignolo, vous le connaissez, Guignolo. Guignolo était en RCA, Guignolo. Il n'était pas seulement armé de Kalachnikov ou bien de fusils de longue portée qui pouvaient être dans sa résidence et tuer directement le président de la RCA à une distance de près d'1 kilomètre. Il avait les jumelles infrarouges qu'il peut avoir, il peut voir de jour comme de nuit de manière. Et en plus de ça, il était armé de Viagra. Guignolo était armé de Viagra en RCA. Donc, quand je parle de ça, vous vous souvenez immédiatement, vous faites un souvenir directement à l'opération Sangaris, n'est-ce pas? Que des soldats qui ont confondu de tuer les rebelles ou bien de sécuriser le territoire, mais ils ont sécurisé les petits garçons et les petites filles. Sangaris. Donc, vous voyez que cette situation, quand M. Gutiérrez nous dit qu'il ne connaît pas, qu'il n'est pas au courant après l'appel de la présidence du Burkina, qui n'est pas au courant de cette situation, mais il sera alors au courant de quoi? Bon, on peut dire qu'il n'était pas là quand Choi était là. Donc l'ONU n'était pas au courant de la situation de Côte d'Ivoire. Donc l'ONU n'était pas au courant de la situation des différents États. Donc l'ONU n'est pas au courant de la situation des Congolais de la RDC. Donc l'ONU n'est pas au courant de la situation des Maliens. Donc l'ONU n'est pas au courant de la situation actuelle des Burkinabés. Je pense qu'il faut que nous jouons franc jeu, parce que la vérité, elle est là devant nous. Les dames comme Manzi, et je crois que Batengene va mieux développer sur ça tout à l'heure, parce qu'en réalité, comment elle peut toujours être envoyée dans où il y a la guerre, ou bien où il y a une préparation de guerre. Parce qu'on l'envoie toujours dans les États où il faut aller ou préparer la guerre, ou bien amplifier la guerre. Suivez mon regard. Donc, nous allons nous débarrasser des gens comme Manzi. Nous débarrasser, c'est-à-dire on ne va plus les permettre de sortir du territoire parce que c'est des ennemis. C'est quand on va les prendre, on va les juger selon les lois et règlements. Il y a des lois antiterroristes, n'est-ce pas? Dans les États comme le Burkina Faso, il y a des lois, comme au Cameroun, un peu de partout, il y a des lois dans ces pays-là qui condamnent les terroristes parce que c'est une terroriste en chef. Elle était là pour l'organisation du terrorisme et de la déstabilisation du Burkina Faso. Donc il faut régler ce problème-là. On ne va plus le régler selon les modèles. Le système, un système des nations, un système mondial, une société mondiale dont les États seront membres et qui va se charger de traiter des questions de paix. Et en 1921, vous vous souvenez, 1922, la naissance de la fameuse Société des Nations, la SDN, qui est l'ancêtre des Nations Unies. Les Nations Unies, son acte fondateur en 1945 avec la charte de San Francisco qui fait écho aux accords de Yalta. Mais aux accords de Yalta, il n'y avait que 3 puissances. Nous le répétons encore, 3 puissances. Parce que la France n'est pas une puissance. Hein.
La jeune française n'a bénéficié que de ce qu'elle était le trophée de guerre. Et en tant que trophée de guerre, elle avait aussi quelque chose qu'elle pouvait brandir. C'était ce qu'elle appelait son empire colonial. Mais la France n'était pas une puissance parce qu'elle n'était pas assise au traité de Yalta. Il n'y avait que les 3 grandes puissances. Et ça se passe sur le territoire de celle qui est considérée comme étant la puissance qui a le plus d'influence dans le monde. L'Union soviétique. À côté, il y avait l'Angleterre et tout à côté, les États-Unis. Et chacune de ces puissances a redéfini le monde sur la base de sa zone d'influence. Les Anglais ont accordé leur zone d'influence aux États-Unis parce qu'ils ont donné plus de poids aux États-Unis. Et les Soviétiques sont restés avec l'Europe de l'Est ainsi que la Chine. Non, l'Europe de l'Est parce que les Américains comptaient avec les Anglais appuyer Sun Yat-sen, c'est Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek qui a fondé l'île de Taïwan. C'est lui, non. Donc, qui s'est réfugié à l'île de Taïwan. Ils appelaient ça Formose. Pour les Chinois, c'est l'île de Formose. Donc, voilà le monde tel qu'il émerge avec les Nations Unies. On a donc des gens qui ont toujours considéré que nous sommes leur propriété. Quand vous regardez le texte, justement, les articles 11 et 17 qui confèrent le mécanisme de gestion de la paix mondiale, vous voyez qu'en confiant au Conseil de sécurité, on voulait encore donner la primauté aux États qui ont le droit de veto, c'est-à-dire les empires coloniaux et, pour les gens, parce que les gens ne savent pas, la Chine n'a pas eu le droit de veto dans le contexte où c'était Mao qui devait avoir ce droit de veto. C'était Chiang Kai-shek qui avait le droit de veto. Mais Dieu a un sursaut d'orgueil parce que en 1970, en 1970, Chiang Kai-shek décide que Taïwan se retire des Nations Unies. Eh bien, le droit de veto qui était reconnu à la Chine, et cette Chine-là qui était représentée par ceux qui étaient sur l'île de Formose, va revenir à la Chine continentale, c'est-à-dire à la Chine de Mao. Et c'est comme ça que la Chine devient dépositaire du droit de veto. Donc, même le droit de veto de la Chine, ils avaient organisé ça que ce soit un point, encore un atout pour mieux contrôler le système des Nations Unies. Quand vous regardez donc ça, le système des Nations Unies n'a donc pas été bâti pour une véritable sécurité collective dans la participation de tous dans le consensus. Ça a été bâti dans le sens de la création d'une oligarchie mondiale. Et cette oligarchie mondiale, ceux qui lorgnaient de manière prioritaire leur place comme étant le dépositaire de l'oligarchie, c'est les États-Unis. Pourquoi nous parlons des États-Unis? Les Nations Unies ont connu pendant longtemps un processus qu'on appelait l'ONGisation des Nations Unies. Aux Nations Unies, ce n'est pas d'abord le Conseil de sécurité qui fait les lois. Le Conseil de sécurité, lui, vient en dernier recours pour les mécanismes opérationnels. Il y a ceux qu'on appelle, il y a les représentants, les grands représentants, qui se chargent des plaidoyers. C'est là où tout se joue aux Nations Unies. Vous allez voir que tous les problèmes qu'il y a là-bas, c'est les problèmes liés toujours à des communautés. Au Myanmar, les Rohingyas, Madame Manzi. En Syrie, vous allez voir encore d'autres communautés là-bas, ceux qui se sont fait appeler toujours ils sont là au sud-est. Ils se font appeler, ils ont pris un nom générique pour paraître plus de force démocratique syrienne, quelque chose comme ça. Encore, c'est Madame Manzi. Vous redescendez en Irak, les chiites, avec Mokhtar Assad, Madame Manzi. Vous allez dans tous les pays où elle est passée, vous allez voir que le problème est le même. Elle communautarise les situations. Elle les envenime. En Éthiopie, où elle est passée, il y a peu de temps encore, on parle encore d'eux. On parlait d'eux ici la semaine dernière, les Tigréens. Madame Manzi, voilà son travail. C'est une dame qui a été formée pour créer les divisions entre les peuples, pour créer des guerres interethniques, pour créer des conflits qui vont susciter la tension mondiale. D'ailleurs, de manière étrange,
Elle a raisonné comme les États-Unis avaient raisonné. Je ne pense pas que ce soit simplement un rapprochement comparatif. Sur le cas éthiopien, vous vous souvenez qu'en novembre 2021, les États-Unis publient dans les journaux à Addis Abeba. Ils font publier dans leurs journaux à Addis Abeba et même dans toute la presse occidentale qu'il faut que tous les diplomates quittent Addis Abeba parce que bientôt les Tigréens vont prendre Addis Abeba. Vous vous souvenez? Ils demandent à tout le monde. Le personnel des Nations Unies était même prié de le libérer. Et quand vous regardez, que faisait Mme Manzi? C'est la même chose. Je suis désolé, je ne pense pas que Guterres ne le savait pas. En Éthiopie, quand ça s'est passé, il le savait. Et ça s'est passé sous ses yeux. Vous l'avez vu à un seul moment broncher en disant non, c'est un peu trop fort pour un pays qui a encore toute sa stabilité. Non. Il n'a jamais opposé la moindre remarque désobligeante vis-à-vis de cette décision qui avait été prise sur l'Éthiopie. Au niveau du Burkina Faso, allons comprendre le mécanisme de fonctionnement. Un représentant du secrétaire général ne prend pas une décision de manière unilatérale. Ça, je parle de procédure administrative. Je ne parle plus simplement de... Nous soupçonnons, c'est les procédures administratives. Comment ça se passe? Avant qu'un représentant des Nations Unies ne prenne une décision, il informe sa hiérarchie. Pourquoi? Parce qu'il doit produire des rapports sur la situation. Ça veut dire que Mme Manzi, dans son cas, a suffisamment documenté sa décision. Et quand elle prend la décision, Mme Kapen, dans les procédures administratives, c'est aussi simple que ça. Il y a toujours ce qu'on appelle les ampliations. C'est-à-dire les copies qui sont adressées à différentes unités de l'administration. Et ça, je doute fort et je dis que Guterres est au courant. Il ne peut pas nous raconter des balivernes. Ce qu'il dit, c'est des bivésés. Pour simplement donner l'impression qu'il fait partie d'une administration opaque. Non. Mme Manzi, quand elle finit d'écrire sa décision, elle envoie une copie à sa hiérarchie directe. Elle envoie une copie aux archives. Elle envoie des copies aux autres, une compétente au niveau du Burkina Faso et d'autres copies aux chancelleries du Burkina. Elle ne peut pas prendre cette décision en catimini. Qu'on ne nous fasse pas croire que l'ONU, c'est une administration villageoise ou bien bananière qui ne connaît plus les procédures administratives. L'ONU fonctionne sur le mécanisme des procédures administratives. Et ça, nous parlons de choses qui sont expérimentées. L'intérêt des États-Unis. Les populations africaines doivent donc prêter attention et bien ouvrir les yeux. Nos vrais adversaires, c'est les États-Unis. Nos vrais adversaires, c'est les États-Unis. Si les Africains ne l'avaient pas compris, le cas de Mme Manzi est là et parle de manière éloquente à toute l'Afrique.